il, elle, peut-on vraiment choisir? C'est un reportage d'Alison Delpierre. Alison Delpierre, merci de nous avoir rejoints sur le plateau d'Objectif Monde. Avec plaisir. La diffusion de votre reportage donc, en 2017 a provoqué une énorme prise de conscience en Belgique. Et vous parlez donc de ce projet de loi. Depuis, la loi a changé. Qu'est-ce qui a été modifié? Exactement. Alors, depuis le 1er janvier 2018, on peut dire que la vie administrative, en tout cas des personnes transgenres en Belgique, est devenue un peu plus simple. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut changer son genre sur sa carte d'identité doit se rendre à la commune, faire une déclaration devant un officier de l'état civil pour dire qu'elle souhaite changer son genre. Elle doit revenir entre 3 et 6 mois plus tard, à nouveau réaffirmer sa volonté de changer son genre sur sa carte d'identité, et puis, eh bien, c'est fait. Donc, plus besoin d'enquête de psychologue, de psychiatre, exactement. Plus besoin non plus de prise d'hormones obligatoire, plus besoin non plus d'opération. On a retiré le cadre médical. Et surtout, plus besoin de stérilisation. Comment expliquez-vous qu'il fallait, jusqu'en 2017, et pas seulement en Belgique, dans plein de pays dans le monde, être stérilisé pour pouvoir envisager de changer d'identité de genre? Je vous avoue que c'est une des raisons qui m'a poussée à faire ce reportage. Quand j'ai appris qu'il était indispensable de se faire stériliser pour pouvoir changer son genre sur sa carte d'identité, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui ça existe encore. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à aller à la rencontre de personnes en transition et de discuter avec eux. Et eux avaient vraiment la sensation d'être pris pour des malades mentaux et me disaient... ça montre bien qu'on cherche à éviter qu'on se reproduise. Et je me suis dit, bon là, il faut en parler, il faut faire quelque chose. Alors, il y a une image et des mots très touchants dans votre reportage. Ce sont ceux de Lucas, 5 ans, que je vous propose de revoir et de réécouter. À mon école, tout le monde me dit, tu es une fille ou un garçon? Tu es une fille ou un garçon? Et je leur dis, j'en ai assez. Et les professeurs, ils disent quoi? Tu es un garçon, tu es un garçon, tu es un garçon. Et tu dis quoi, toi, alors? Je dis, je suis une fille, je suis une fille, je suis une fille. C'est l'un des moments qui est gravé dans votre mémoire, j'imagine, ces mots. Exactement, et surtout, je vous avoue que ça a été compliqué d'avoir ce témoignage. Il a fallu convaincre les parents, voilà, c'était compliqué, un enfant de 5 ans, mais je me suis dit en même temps, il est tellement symbolique et c'est tellement fort, parce que beaucoup de témoins disaient, il y a vraiment un discours qui revient, on leur dit tout le temps, mais c'est une mode, c'est une tendance que de vouloir changer de genre, etc. Et là, quand j'ai vraiment entendu ce témoignage de cet enfant, je me suis dit, ça montre qu'on ne choisit pas. S'il y a 3 ans, cet enfant né garçon se disait fille, c'est qu'à un moment, c'était quelque chose qui était en lui. Bo Spielbeck, le changement de la loi, il a été important pour vous aussi. Oui, il a été important, mais en fait, ils étaient en train, les législateurs étaient déjà en train de changer la loi, de la préparer. Quand j'ai commencé ma transition. Vous aviez 58 ans. Hein, donc. Voilà. Et finalement, moi, j'ai été faire ma déclaration à la maison communale. Vous avez bénéficié justement de cette loi. Voilà, c'est ça. J'ai fait ma déclaration. Donc, j'ai fait mon coming out moins d'un mois après que la nouvelle loi ait été mise promulguée. Promulguée. Et voilà, et j'ai été à la maison communale un mois plus tard. Dans votre reportage, Alison Delpierre, qui est à voir dans son intégralité sur le site internet de la RTBF, on suit le parcours d'Eliott et de Gary. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces 2 adolescents? Alors oui, Gary, il a continué sa transition et se sent de mieux en mieux. Et Eliott est entre-temps devenu Ellie. Elle a décidé d'arrêter son traitement hormonal il y a à peu près 1 an. Pour des problèmes de santé et des questionnements qu'elle se posait à ce niveau-là. Et finalement, elle a décidé de détransitionner. Ça a été une étape assez compliquée. Premièrement, d'annoncer à ses proches, après qu'ils aient accepté une transition, de revenir un petit peu sur sa décision. Et puis aussi au niveau des associations pour les personnes transgenres, ça a été assez compliqué comme démarche. Oui. C'est rare, les personnes qui détransitionnent, qui arrêtent la transition. J'en connais une aussi, également, qui était garçon transgenre ou qui pensait être garçon transgenre et qui finalement, il y a quelques mois, a décidé
de vivre à nouveau en fille et qui est même enceinte pour l'instant. Donc, mais oui, parfois il y a des choses qui jouent. En tout cas, ça illustre la difficulté et la complexité de cette question justement du genre. Il y a souvent d'autres éléments qui jouent. Hein. On parlait de schizophrénie, il y a parfois des éléments d'autisme également qui jouent. Et c'est pour cela que je crois que quand on veut vraiment faire tout le parcours médical, je ne dis pas administratif mais médical, qu'il est important quand même d'avoir l'avis de psychologue ou de psychiatre, parce que chez certains, l'aspect transgenre cache autre chose, un mal-être qui vient d'autres situations. Justement, on parle beaucoup de transphobie, c'est-à-dire de violence, voire parfois d'assassinat de personnes transgenres. En 2019, aux États-Unis, il y a au moins 18 personnes transgenres qui ont été tuées. En France, en février dernier, une femme transgenre a également été assassinée dans le bois de Boulogne. C'est quelque chose qui fait peur. Comment on peut expliquer cette violence ? Je crois que la violence est elle aussi suscitée par la peur. Les gens qui... Parce que moi, je n'ai vécu que de la violence verbale sur les réseaux sociaux. Avant ma transition, ça m'est arrivé aussi d'être un peu harcelé quand je me promenais en rue. Mais je crois que c'est un peu la peur de l'inconnu. Et bon, d'habitude, je crois que dans la plupart des cas, c'est des violences sur des femmes transgenres, donc nées hommes, et violences par des hommes qui se sentent très mal de voir d'autres hommes qui veulent devenir femmes ou être femmes. Et justement, la médiatisation de personnalités, qu'elles soient des mannequins comme Valentina Sampaio, Caitlyn Jenner, qui est ancienne athlète de haut niveau, qui est une star de la télé-réalité. Vous pensez que c'est important, justement, pour dédramatiser aussi cette question, pour la rendre... Au plus il y a de modèles, au mieux ça vaut. Et pour moi, toutes les personnes dont vous avez parlé, Valentina Sampaio, Caitlyn Jenner, Andrea Pejic, c'était vraiment des modèles. Et c'est dans mon cas, comme je suis plus âgé, c'est vraiment Caitlyn Jenner qui a donné le déclic. Et puis je me rends compte que depuis 2 ans, je suis moi-même aussi une sorte de modèle pour d'autres. Et entre-temps, en Belgique, mais dans d'autres pays également, par exemple aux Pays-Bas récemment, il y a eu d'autres modèles qui sont sortis de l'ombre. Et je crois que chaque cas, puisque tous les cas sont quand même différents, chaque cas permet à d'autres personnes de s'y reconnaître. Et ce qui est important aussi, par exemple, dans le cas de Luca, c'est que c'est important pour les parents. Il y a des parents qui l'acceptent, mais il y a des parents qui refusent de voir que leur fils joue avec des poupées, veut mettre des robes. Eh bien, mais ça peut faire changer, évoluer au moins les mentalités.